La Seconde Guerre mondiale est un sujet historique extrêmement traité. Pourtant, en France, de nombreuses zones d'ombre entourent son histoire, notamment parce que la majeure partie des recherches portent sur la résistance, la Shoah ou encore la libération. Cette vision de l'histoire a tendance à faire oublier les autres théâtres d'opération. Il est temps de combler cette injustice et de partir en voyage sur les sentiers de la guerre. L'histoire militaire est un sujet mal aimé dans notre pays. Pourtant, les guerres font partie intégrante de l'histoire et elles se doivent d'être traitées. Dans notre monde, les guerres sont généralement facilement visibles. Elles possèdent des adversaires définis et des dates aisément identifiables, du moins pour les conflits entre États. La Seconde Guerre mondiale en Europe répond parfaitement à ces critères. Elle débute en septembre 1939 et se termine le 8 mai 1945. Ses origines reposant directement sur la politique expansionniste d'Hitler et plus anciennement sur le traité de Versailles. La guerre en Extrême-Orient est un peu plus difficile à cerner. Dans la vision occidentale, on l'a fait commencer au 7 décembre 1941 par l'attaque de Pearl Harbor et on l'a fait finir le 2 septembre 1945 par la capitulation du Japon. Au Japon, justement, la Seconde Guerre mondiale commence en 1931 par l'invasion de la Mandchourie, ce qui montre que, comme pour déterminer de nombreuses périodes, des débats et des points de vue différents existent. Pour notre étude sur la guerre du Pacifique, on va rester sur des dates occidentales, et on va considérer les dates japonaises comme faisant partie de la genèse de la guerre. Au temps où les États-Unis étaient encore une jeune nation indépendante et que le Japon sortait de plusieurs siècles d'exclusion volontaire du système international, les deux nations montantes allaient se lancer dans un duel pour la maîtrise de l'océan Pacifique. Le début de l'ère Meiji, pour le Japon, en 1868, constitue pour nous une date peut-être un petit peu trop lointaine. On peut simplement dire que la volonté du Japon à devenir maître du Pacifique vient de cette période d'ouverture au monde. Un conflit entre le Japon et les États-Unis était assez peu probable, quand les deux pays étaient alors séparés par 8000 km d'océan. Mais le jour où les États-Unis ont colonisé les Philippines, en 1898, les deux pays se sont retrouvés à 2500 km de distance, ce qui devait fatalement créer des tensions. Les problèmes des datations étant relativement réglés, se pose maintenant le problème des causes de cette guerre. Comment et pourquoi le Japon s'est lancé dans un conflit à grande échelle? Telle est la question de cette première vidéo. Expliquer la genèse d'une guerre n'est pas toujours chose aisée. Les facteurs sont nombreux et il ne faut pas tomber dans le piège de la facilité historique. Si la simple conquête territoriale par les belligérants semble être une bonne explication, elle n'explique pas à elle seule le conflit. Le Japon, comme les États-Unis, ont entamé un processus de conquête. L'espace chinois pour le Japon et les Philippines pour les États-Unis. Ces deux éléments font bien évidemment partie de la chaîne qui a mené à la guerre. Après que le Japon soit devenu une puissance régionale moderne, deux événements ont favorisé la marche vers la guerre. Le premier est la Grande Guerre de 14-18, et le second est la crise de 29. Pendant que des millions de jeunes Européens allaient mourir dans les tranchées, l'Extrême-Orient était un espace oublié des puissances coloniales. La Russie, disparue des radars pendant 10 ans, avant de revenir affabulée d'une certaine idéologie politique, pendant que les grandes puissances coloniales perdirent après 1918 leur statut de puissance absolue. Elles restèrent bien sûr en place politiquement, mais leurs positions militaires furent grandement compromises, ce qui donna au Japon une supériorité locale absolue. En 1919, le Japon profita de la défaite allemande pour s'emparer des concessions en Chine et de l'ensemble des îles Marshall et Caroline. Outre l'élargissement territorial, la guerre permit au Japon de renforcer considérablement son industrie. Le pays devint une nation créditrice, pourvue d'une base industrielle et d'une marine marchande, qui ont fait entrer le pays de manière complète dans le monde industriel commun aux grandes puissances. L'absence des pays européens permit à l'Empire du Soleil Levant d'avoir les mains libres, surtout dans ses relations avec la Chine.
Le grand empire du milieu était maintenant un pays rural, en pleine crise, qui en 1916 sombrait dans la guerre civile, opposant la Chine nationaliste aux seigneurs de guerre. Le Japon avait d'ailleurs tenté d'asseoir son pouvoir sur la Chine dès 1915 en proposant 21 demandes qui connurent de nombreuses résistances de la part des grandes puissances. Cependant, plus le temps passait, et plus le Japon consolidait sa domination sur le pays. Le désir d'établir sa suprématie sur l'Asie de l'Est explique en partie la guerre, et correspond à l'idéologie de l'Empire. D'abord, le Japon croyait au caractère unique de leur nation, en se fondant sur un mandat céleste qui leur accordait le droit de dominer l'Asie. Deuxièmement, l'Empire considérait la Mandchourie et le nord de la Chine comme zone d'intérêt économique naturel. Troisièmement, une peur leur dictait que l'occupation physique de l'espace était le seul garant de leur sécurité nationale, et qu'aucun pays allié ne pouvait garantir leur sécurité. La position dominante exercée par le Japon excluait donc toute collaboration avec d'autres pays, y compris la Chine. Dans ces conditions plus que bancales, l'Empire nippon dut faire face à la guerre civile chinoise. Et en l'absence d'ordre direct de Tokyo, les autorités locales prirent rapidement des mesures qui entraînèrent des conséquences désastreuses durant les années 30. Après la Première Guerre et un développement fulgurant de son industrie, l'Empire du Soleil Levant dut faire face au second élément à l'origine de la guerre, le crash de Wall Street de 1929. Comme pour l'Europe, la crise est l'élément direct de la genèse de la Seconde Guerre mondiale. Pour ce qui est du Japon, la crise toucha très rapidement la jeune nation industrielle, ce qui provoqua la montée d'un sentiment antidémocratique et autoritariste, tout en développant des pensées autarciques et expansionnistes. Pour faire clair, la crise de 29 déclencha le processus qui allait mener directement à la guerre. Pourquoi ? Eh bien, pour enrayer les difficultés, l'armée d'occupation du Kwantung entreprit de septembre 1931 à mars 1932 l'invasion d'une partie de la Mandchourie. L'incapacité du gouvernement à contrôler son armée mena pour les 5 années qui suivirent à la période du gouvernement par assassinat, moment de forte instabilité politique où les gouvernements tombèrent les uns après les autres, tandis qu'un certain nombre de personnes politiques étaient assassinées. La discorde atteint son apogée en 1937, quand des officiers fanatiques commirent un attentat au ministère de la Guerre. Cette action était soutenue par une grande partie de la population, et surtout par les groupes de la droite, qui réclamaient du renouveau et une unité nationale. Le gouvernement japonais devenait de plus en plus otage des militaires, et celui-ci dut accepter un nouveau programme d'armement qui absorba bientôt la moitié du budget japonais. Après la chute en juin du gouvernement, l'empereur appela le prince Fumiro Konoye pour le remplacer. Leader de la droite japonaise, soutenu par l'armée, il était persuadé que le Japon allait gouverner l'Asie. Il avait compris à la suite d'un voyage aux États-Unis que les isolationnistes bloqueraient toute tentative américaine en Chine. Le nouveau gouvernement japonais adopta toute une série de lois pour la gloire de son empereur et pour le contrôle de ses sujets. La montée totalitaire du Japon conduit irrémédiablement à des décisions qui rapprochaient le pays un peu plus de la guerre. Le premier fut la signature du pacte anti-Comintern que l'armée négocia avec l'Allemagne et l'Italie en novembre 1936. Ce pacte visait directement l'Union soviétique qui était à l'époque l'adversaire principal du Japon. Ensuite, ce fut l'établissement d'un plan qui prévoyait le développement de l'industrie lourde destinée à assurer une guerre totale pendant 3 ans. Et enfin, ce fut le début de la guerre spéciale non déclarée contre la Chine en 1937. Déclenché à la suite d'un incident, plus ou moins prévu par l'armée japonaise, le Japon se lança dans une campagne d'occupation et de conquête de la Chine du Nord. Ce processus n'avait rien de nouveau, car depuis l'invasion de la Mandchourie en 1931, le Japon grignotait petit à petit les cendres de l'Empire du Milieu. La Géole fut envahie en janvier-février 1933, les Chinois furent ensuite chassés de la province de Hopei, mais très vite le Japon se trouva coincé dans sa logique de conquête et les hommes commencèrent à manquer. Mais l'armée du Kwantung était bien décidée à concrétiser ses ambitions, surtout en Mongolie intérieure. Et le 13 août 1937, les premiers combats eurent lieu autour de Shanghai. L'armée dépêcha rapidement 10 divisions sur le continent, 5 au nord de la Chine et 5 autres autour de Shanghai dans le but de ne pas se faire doubler par leurs camarades du Kwantung. Fin 1937, la majeure partie de la Chine de l'Est était dans la sphère d'influence du Japon. Shanghai était tombé en novembre, puis l'armée se lança à l'assaut de Nankin, ville où les Japonais se livrèrent à de nombreuses atrocités. Courant 1938, les Japonais achevaient la conquête de la Chausie et du Shontang. Depuis leur position sur le Yangtze, les forces nippones lancèrent l'offensive pour s'emparer de Lanzhou, puis de Hohan. La prise de Canton acheva l'impressionnant succès militaire du Japon
qui en réalité cachait un échec politique conséquent. La conquête de la Chine devait renforcer le nouvel ordre asiatique japonais, mais comme dans les années 20, l'Empire dut faire face au choix entre négocier avec le gouvernement nationaliste chinois ou complètement l'écraser. Le problème étant que l'immensité du territoire chinois permettait à l'armée nationaliste de se dérober sans cesse, tout en adoptant une stratégie de guerre d'usure que les Japonais n'arrivaient pas à contrecarrer. La gestion d'un aussi grand territoire posait de nombreux problèmes logistiques, mais sa défense était tout aussi problématique, surtout quand des escarmouches avec l'armée rouge éclatèrent en cette année 1938. La guerre contre la Chine semblait donc impossible à gagner, et ce malgré les campagnes de bombardement stratégiques lancées sur plusieurs villes chinoises. Après la crise de 29 et une guerre qui durait depuis bientôt 10 ans, les conséquences commencèrent à se faire sentir pour l'Empire. D'une part, la guerre contre la Chine engloutissait 5 millions de dollars par jour, d'autre part, son industrie commençait à s'effondrer et le pays se mit très vite à dépendre des produits finis et des crédits étrangers pour faire subsister son industrie. En 1939, l'Europe plongeait dans la guerre et les crédits, comme les ressources, devinrent extrêmement rares. Pour satisfaire les besoins du pays, on relança l'idée que l'expansion territoriale était la seule solution. Pendant que l'armée et la marine débattaient sur le lieu de l'expansion, l'armée coréenne du Japon trancha la question en attaquant les postes de l'Union soviétique. Craignant pour la sécurité de Vladivostok, l'armée rouge contre-attaqua, et les Japonais durent accepter une trêve frontalière le 11 septembre 1939. Cette terrible défaite fut néanmoins compensée par une victoire du corps expéditionnaire en Chine, qui permit au Japon de contrôler tous les ports et les 5 plus grandes villes du pays. Les Britanniques, pour sauver leur colonie, tentèrent de reprendre les négociations pour la paix. Mais Tokyo exigeait que les États-Unis et les Britanniques arrêtent d'aider les nationalistes chinois et qu'ils reconnaissent l'état fantôme de Manchukuo, ce qu'ils refusèrent en bloc. Les pays coloniaux pouvaient toujours faire des reproches au Japon. Le pays était devenu relativement puissant et personne n'avait envie de déclencher une guerre contre lui. La faiblesse des pays coloniaux permettait donc au Japon de continuer sans dérangement son expansion. Pourtant, le 21 juillet 1939, Roosevelt annonça qu'à la prochaine agression du Japon, les États-Unis réaliseraient des sanctions financières. Mais cela n'inquiéta guère le Japon. Ce qui inquiétait les Japonais en cet été 1939, c'est la possibilité d'un pacte germano-soviétique. Quand cette nouvelle arriva, ce fut la consternation, et on commença à douter de la bonne foi d'Hitler. Surtout que depuis un certain temps, l'armée japonaise testait les défenses soviétiques à la frontière. Le 19 juillet, 3 divisions de l'armée impériale attaquèrent sur Nomohan l'Union soviétique. Mais Zhukov résista grâce à une profonde ligne de défense. Le 19 août, le pacte germano-soviétique était signé, et le même jour, Zhukov lança sa contre-offensive qui se termina par une nouvelle sévère défaite japonaise. Après ce revers, la déception causée par le pacte germano-soviétique et un nouveau respect envers les démocraties qui commençaient à résister à Hitler, assagi, le Japon se plaça en position d'attentiste. Au printemps 1940, la situation s'éclaircit. La victoire allemande ravit le Japon qui adhéra au pacte tripartite en septembre 1940. La défaite de la France éliminait la première ligne de défense que représentait l'Indochine. Pour ce faire, le Japon somma les autorités françaises de l'Indochine et les Britanniques en Birmanie de fermer les routes d'approvisionnement du régime chinois. Cet événement allait directement enclencher le processus qui allait mener à la guerre généralisée. En juin 1940, la marine impériale décrétait la mobilisation générale, un processus long de 18 mois pour préparer un certain événement en décembre 1941. La suite logique des événements devait mener à un pacte de non-agression avec l'Union soviétique en avril 1941, pour éviter un nouveau revers. Mais lorsque l'opération Barbarossa fut lancée par l'Allemagne, le Japon se retrouvait dans le dilemme d'attaquer l'URSS ou de se lancer à la conquête du Pacifique. Fin juin, la marine l'emporta, et le 21 juillet, le gouvernement de Vichy fut contraint de signer un accord pour que l'Indochine soit occupée par 50 000 hommes et que les aérodromes du sud de la colonie deviennent des bases à portée de toute l'Asie du Sud-Est. Roosevelt, qui avait prévenu qu'en cas de nouvelles annexions, des sanctions tomberaient, Washington gela tous les avoirs japonais. Il était maintenant nécessaire de disposer d'une licence pour envoyer des produits au Japon. Aucune licence ne fut accordée pour la fourniture stratégique, y compris l'exportation de pétrole. Pour essayer d'éteindre l'incendie, le prince Konoye nomma à l'automne un nouvel ambassadeur, M. Nomura, qui devait aplanir les différends avec les Américains par des négociations avec Cordell Hull. Ils reprirent les conversations dès le 6 août, et Nomura présenta à Hull un plan pour apaiser le conflit.
Le président jugea les conditions japonaises inacceptables et se contenta de répondre par des mesures de contre-proposition. En ces conditions, le Japon n'avait d'autre choix que d'occuper la zone du sud, car ses stocks de carburant ne pouvaient lui permettre de mener une guerre totale longue. En 1941, le Japon ne possédait plus que 6 millions de tonnes de carburant, et une guerre contre les États-Unis et l'Angleterre aurait consommé en 1 an et demi tout son stock. Le pays se retrouvait maintenant dos au mur, et la prise des puits de pétrole de Java et Sumatra devenait une priorité absolue. La conquête de cet espace exigeait la quasi-totalité des moyens de la marine et de l'aviation, ainsi que l'engagement de 15 divisions de l'armée. L'état-major estimait qu'il faudrait environ 6 mois pour réaliser cette conquête et qu'elle devait être lancée avant la fin 1941, car l'année suivante, les stocks de carburant seraient alors insuffisants. Konoye essayait à l'automne 1941 de résoudre les choses de manière pacifique. Mais le ministre de la guerre Tojo refusait d'abandonner les conquêtes en Chine pour satisfaire Washington. À ce titre, Konoye démissionna le 16 octobre et fut remplacé par Tojo, un ministre bien plus enclin à la guerre. Mais beaucoup réclamaient encore une négociation avec les États-Unis, ce qui prolongea les dernières échéances au 25 novembre. L'armée et la marine s'étaient mis d'accord pour lancer une attaque coordonnée sur la Malaisie et les Philippines, puis sur les Indes néerlandaises avant de s'emparer des puits de pétrole de Java, Sumatra et Bornéo. Pendant que la marine combinée, sous la direction de Yamamoto, imaginait prendre de vitesse la flotte américaine en attaquant la base de Pearl Harbor. Le 29 novembre 1941, la guerre fut décidée et officialisée par l'empereur le 1er décembre. Les opérations devaient donc se dérouler en 3 phases. La première est la destruction de la flotte américaine à Pearl Harbor, la seconde est la conquête de l'espace du Pacifique Sud, et enfin, la formation d'un périmètre défensif autour de l'espace conquis. Cette genèse a pour but d'expliquer plutôt que de décrire tous les événements. Cette vision très japonéocentrée ne signifie pas que les autres acteurs sont restés des spectateurs passifs et que leurs actions n'ont pas influencé le dénouement de 1941. Les États-Unis sont tout aussi fautifs. Après avoir adopté une politique commerciale discriminatoire au cours des années 30, on peut penser que le conflit entre les États-Unis et le Japon était inévitable et que les événements de 1940-41 se sont enchaînés d'eux-mêmes. Il faut rappeler que les États-Unis exigeaient en contrepartie de la reprise des échanges commerciaux un retrait des forces japonaises d'Indochine, de Chine et de la Mandchourie. Jamais le Japon n'aurait pu accepter telle humiliation, qui aurait sans doute conduit à la guerre civile au sein de son empire. Il faut aussi évoquer le concept d'irrationalité. Les dirigeants japonais n'étaient pas de mauvais gouverneurs, mais comme leurs homologues étrangers, ils se devaient de régler les problèmes économiques et politiques. On peut juste les accuser de s'être voilé la face et de se fonder sur de vaines espérances. Le plan Miyazaki, d'abord prévu pour une guerre contre l'Union soviétique, n'a jamais atteint ses objectifs. Pourtant, le haut commandement croyait dur comme fer que le Japon était capable d'assurer une guerre totale de 3 ans contre les États-Unis. Yamamoto, de son côté, avait d'ailleurs prévenu que la victoire japonaise ne pouvait s'étendre au-delà de 6 mois, car après la puissance industrielle américaine se mettrait en place. Il faut enfin ajouter que les États-Unis n'étaient pas la grande puissance qu'ils sont aujourd'hui. Le Japon était un pays millénaire qui n'avait pas subi de grandes défaites. Son peuple était galvanisé par une croyance envers les dieux qui devait faire du Japon le grand empire d'Asie. Pourtant, certains membres de la marine savaient qu'ils ne pourraient vaincre la marine américaine et que ses succès dans les batailles devaient se traduire par l'acceptation d'une paix entre le Japon et les États-Unis, et non à la destruction totale des USA. La guerre du Pacifique était donc presque perdue d'avance pour le Japon. Mais au matin du 7 décembre, cette idée n'avait pas encore lieu d'être.